pour permettre, pour permettre à la bande passante de se dérouler comme il se doit. Et ainsi, lorsqu'elle termine et on ouvre le débat, ainsi on peut intervenir à main levée ou dans le chat. Docteur Volatiana, vous pouvez arrêter momentanément votre partage. Je voudrais tenter de vous présenter avec une ou deux diapositives et après je vous passe la parole. Je vais partager mon écran pour présenter notre oratrice. Docteur, vous pouvez arrêter votre partage. Oui, c'est déjà arrêté. On voit Vous très apparaissez, bien votre vous écran. apparaissez encore. Ah oui. Voilà. Est-ce que c'est bon comme ça? Bien, c'est mon écran qui ne se voit pas. Professeur Boulaboula, votre écran est bien visible. Vous pouvez remettre par deux fois, ça s'est affiché. Je crois que vous avez un retard de signal. Merci. Alors là, je le vois, mais il disparaît. Nous le percevons bien, professeur. Il faut le mettre seulement en mode présentation. Nous le percevons bien. Merci. Bien, je vais présenter, docteur, de mémoire, je ne vois pas mon écran, c'est bizarre. Docteur Volatiana est médecin de formation. Elle est médecin de formation et elle est détentrice d'un diplôme de spécialiste en maladies infectieuses et en médecine interne. Comme praticienne, elle exerce au centre hospitalo-universitaire au niveau d'Antananarive. Elle fait partie, elle fait partie de sociétés savantes dont la Société Malagasy de prévention et contrôle d'infection et WASH. Elle est la secrétaire générale, mais elle est aussi membre d'ICANN, le réseau africain de, de prévention et contrôle des infections. Voilà l'essentiel que nous pouvons dire de notre jeune spécialiste qui pourra nous animer aujourd'hui
la séance sur la grippe saisonnière. Et l'actualité, je pense que un peu partout dans nos pays, les gens qui font de la grippe sont de plus en plus nombreux et dans les familles, s'il y a un membre qui n'en a pas, c'est déjà une chance dans la plupart de pays. Eh bien, ceci dit, nous allons passer la parole à Dr. Volatiana qui va nous animer cette séance. Merci. Merci, merci beaucoup, professeur, pour la présentation et merci de nous avoir donné la parole. Bonjour à tous. C'est un honneur pour nous de représenter l'équipe à Madagascar, le membre de la Société malagasy de prévention et contrôle des infections. Je vais vous présenter donc aujourd'hui, comme il est mentionné dans l'agenda, la grippe saisonnière. Est-ce que vous voyez mon écran? C'est bien Oui, visible, hein? l'écran est visible. L'écran est visible. D'accord. Donc, pour cette présentation, nous allons suivre le plan suivant. Quelques introductions, quelques mots d'introduction. Ensuite, la virologie, le mode de transmission, la physiopathologie, les signes, le diagnostic et le traitement et la prévention et enfin la conclusion. Donc, par définition, la grippe saisonnière, c'est une infection respiratoire aiguë qui est causée par des virus grippaux qui circulent dans toutes les régions du monde. Donc, on sait tous qu'on peut avoir la grippe partout. C'est une maladie virale qui est très, très contagieuse et à potentiel épidémique. Il existe quatre types de virus de la grippe. Il y a les types A, B, C et D, mais les types A, B et C concernent uniquement l'homme. Donc, le virus de la grippe A et B circulent. Ce sont les virus qui circulent beaucoup plus et provoquent des épidémies saisonnières. Dans l'histoire, la première pandémie de la grippe, ça a été apparu en 1580 et ensuite, il y avait une autre pandémie en 1918 à 1919. Euh, Avec cette pandémie, il a été estimé 21 millions de décès dans le monde. Et ensuite, c'est après que, en 1930, que le virus de la grippe A et B ont été isolés et les vaccins ont été développés et utilisés à la fin des années 1930 et dans les années 1940. Géographiquement, en termes d'épidémiologie, les climats tempérés, c'est-à-dire dans l'hémisphère nord, euh, ils surviennent beaucoup plus des épidémies saisonnières, principalement en hiver. Et dans les régions tropicales, tout au long de l'année, la grippe peut se manifester tout au long de l'année avec des flambées plus ou moins irrégulières. Et les formes de ces maladies, de ces épidémies vont de légères à graves, voire même mortelles. Et restant dans cette épidémiologie au niveau mondial, des épidémies annuelles provoquent environ 3 à 5 millions de cas de maladies graves et 250 000 à 500 000 décès. Et dans les pays développés ou industrialisés, la plupart de ces décès euh, est associé à la grippe chez les personnes âgées plus de 65 ans. Sur le plan épidémiologique encore, prenons l'exemple donc de cette situation aux US en 2022, une surveillance de la grippe en 2022 à 2023.
il a été estimé 27 à 54 millions euh, de, de maladies grippales. Ensuite, 12 à 26 millions de consultations médicales et 300 000 à 650 000 hospitalisations et voire même un décès de 19 000 à 58 000 décès. Donc, voilà, toutes ces épidémies, toutes ces données épidémiologiques engendrent un impact socio-économique très élevé, avec un taux élevé d'absentéisme scolaire, mais également des travailleurs et des pertes de productivité et un débordement des établissements de santé. Donc voilà l'intérêt de, de bien comprendre le mécanisme de la grippe et comment prévenir et comment traiter. Maintenant, nous allons voir tout d'abord la virologie. Euh, Voyant euh, le virus, c'est un virus à ARN qui est un virus très, très fragile, monocaténaire de forme hélicoïdale, appartenant à la famille des orthomyxovirus. Comme il a été décrit dans l'introduction, il existe trois types de virus de la grippe qui sont connus donc pour affecter l'homme, le type A, le type B et le type C. Et spécialement pour le virus de la grippe de type A, le virus de la grippe de type A des sous-types déterminés par des antigènes de surface, l'hémagglutinine HA et la neuraminidase. Et à l'issue de cette détermination des sous-types, il existe 18 sous-types H différents et 11 sous-types N différents, mais 8 sous-types H concernent l'homme et 6 sous-types N concernent euh, l'homme. Voici la structure virale euh, d'un virus influenza. En fait, vous voyez qu'il y a les antigènes de surface dont on a parlé tout à l'heure qui déterminent les sous-types du virus de type A. Il y a l'hémagglutinine HA et ensuite la neuraminidase NA. Et il y a également des protéines de la matrice, des protéines d'enveloppe et une enveloppe lipidique. Voilà donc qui constitue le virus de la grippe. Pour le cas de cette virus de type A, actuellement, on observe surtout la circulation de la grippe de sous-type AH1N1 qui a occasionné une pandémie en 2009 et également le sous-type AH3N2 qui circule également dans le monde. Et pour le virus de type B, ce virus de type B est classé en deux lignées. Il y a la lignée B Yamagata et la lignée B Victoria. Et pour le virus de la grippe de type C, c'est rarement rapporté comme cause de maladie humaine parce que probablement les cas sont asymptomatiques et non associés à une maladie épidémique. Donc, un aspect important à part cette structure virale qui a été décrite tout à l'heure, donc il faut se souvenir les antigènes de surface, l'hémagglutinine A et la neuraminidase, qui vont déterminer les sous-types de virus de type A. Mais ce qui est très important à savoir également, c'est la modification antigénique de ce type de virus. C'est une modification qui est continue, qui va donner un dérivé antigénique ou de glissement antigénique. Et ces dérivés antigéniques impliquent donc des petites mutations dans les gènes des virus de la grippe qui s'accumulent au fil du temps et
ce qui va engendrer une émergence de nouvelles souches que le système immunitaire humain peut ne pas reconnaître. Et c'est la principale raison de contracter la grippe plus d'une fois et ensuite l'apparition d'une nouvelle épidémie à chaque fois. Parce qu'il y a cette mutation qui est continuelle, qui change au fil du temps. Pour le cas de Madagascar, en fait, il y avait, en termes de circulation virale, il y avait déjà des papiers, des publications qui ont été publiés, donc des articles publiés. Euh, Par exemple, en 2011 à 2016, il y avait cet article en termes de fardeau épidémiologique des virus influenza et des VRS, du virus respiratoire syncytial. Et sur cette étude, il a été noté que tout le long de l'année, donc, on a la circulation du virus de euh, type A non sous-typé, mais également euh, le type A H1N1, le type A H3N2 et le type B. Mais par rapport au type B, c'est le type A qui prédomine tout le long de l'année et spécifiquement dans les périodes de janvier, mois de janvier à avril, et également en octobre. Il y a également en octobre, par exemple ici en 2014, il y avait euh, le virus de type A H3N2 qui a occasionné euh, une, une augmentation de cas de virus. Et ensuite, parallèlement, en haut, vous voyez que les VRS continuent également à circuler dans cette période-là. Donc, les deux types de virus respiratoires circulent tout au long de l'année. Mais à part ça, Madagascar a déjà connu également euh, la pandémie du virus H1N1 en 2009. Nous avons été face à cette pandémie. Et même en 2002, avant cela également, il y avait une autre pandémie euh, du virus de type A H3N2. Donc voilà, en termes de virologie, en termes d'épidémio. Maintenant, passons au mode de transmission. La transmission du virus est très, très facile et rapide, surtout dans les lieux très fréquentés, notamment les écoles et les maisons de retraite. La transmission se fait par gouttelettes et contact avec ces gouttelettes contaminées. Il s'agit des grosses gouttelettes chargées de virus, des gouttelettes dont le diamètre mesure plus de 5 microns et qui se forment lorsque les personnes infectées toussent ou éternuent. Et ces gouttelettes-là peuvent ensuite se déposer sur des surfaces des muqueuses des voies respiratoires supérieures, sur les mains de la personne qui est infectée, mais également dans son entourage, dans un rayon de 1 mètre autour de ces personnes infectées. Et il faut rajouter également que selon le climat, il y a une transmission qui peut être très élevée. Par exemple, en hiver, dans les climats tempérés, en hémisphère nord. Mais pour les régions tropicales, les manifestations se font tout au long de l'année avec des flambées plus ou moins irrégulières. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand le virus infecte l'homme? Donc, l'inoculation virale va entraîner une inflammation des voies aériennes supérieures et inférieures suite à une fixation de l'hémagglutinine sur les cellules épithéliales respiratoires et également suite à un clivage des virus et production des virions par la neuraminidase. Cette inflammation, donc,
va activer la réponse immunitaire cellulaire qui font qu'on a des signes des atteintes des voies aériennes supérieures et avec de la fièvre due à cette inflammation. Voilà ce qui concerne la physiopathologie, le mode de transmission. Maintenant, comment la maladie, la grippe va se manifester? Typiquement, la forme typique, c'est une maladie très bénigne avec une période d'incubation en moyenne de 2 jours, mais variable entre 1 à 4 jours, caractérisée surtout par l'apparition d'une fièvre qui apparaît au 2e, au 3e jour et qui peut diminuer à la 5e jour en entraînant un V grippal. Et il s'ensuit de la toux, de mal de gorge, de l'écoulement nasal, de nez bouché, bref, une atteinte des voies aériennes supérieures, accompagnée des douleurs musculaires, des céphalées, de la fatigue. Et il faut noter la présence des signes digestifs comme les vomissements et les diarrhées chez les enfants. À part cette forme typique, on peut avoir des formes sévères qui sont surtout observées chez des personnes à risque. Les personnes à risque, c'est-à-dire les sujets plus de 65 ans, les sujets qui ont une maladie cardiovasculaire ou respiratoire sous-jacente, ou bien des sujets qui sont sous corticothérapie à l'encours, des patients immunodéprimés. Ils peuvent développer des formes sévères, mais également les enfants, également, il faut faire attention chez les enfants de bas âge qui peuvent développer ces formes sévères à type de dyspnée, voire même un syndrome de détresse respiratoire aiguë qui fait suite à une hypoxémie sévère, une tachycardie, une hypotension artérielle et une nécessité d'une ventilation dans les 48 heures. Ces formes sévères sont surtout liées à des complications respiratoires à type de surinfection bactérienne par les germes, principalement les germes qui sont décrits dans les études. Ce sont surtout les Streptococcus pneumoniae, l'Haemophilus influenzae, les Staphylococcus aureus, et même actuellement, il a été décrit dans des études qu'on peut avoir des Staphylococcus aureus méticilline résistants, des BMR, qui peuvent être une complication de la grippe. Et cette pneumonie, cette surinfection bactérienne, cette pneumonie bactérienne va être confirmée à des images radiologiques qui vont montrer une image réticulonodulaire bilatérale, une congestion hilaire bilatérale ou parfois des opacités en verre dépoli qui sont beaucoup plus visibles au scanner ou au tomodensitométrie. À part ces complications respiratoires, pulmonaires, il y a d'autres complications telles que les complications neuromusculaires, rhabdomyolyse, myosite, qui se confirment avec une élévation des CPK, des enzymes musculaires. Mais il y a d'autres complications neurologiques également, l'encéphalite, le syndrome de Guillain-Barré et le syndrome de Rey, qui est une encéphalite associée à une insuffisance hépatique qui survient après un épisode grippal qui peut être une complication de la grippe et des complications cardiaques à type de myocardite et de péricardite. Voilà les signes. Donc, j'aimerais récapituler que les signes sont surtout des signes bénins, mais on peut avoir des formes sévères. Chez les groupes à risque, surtout, il faut être attentif à ces formes sévères. Et qu'en est-il de diagnostic? Le diagnostic, c'est surtout clinique. Le diagnostic est posé sur des arguments cliniques surtout, mais il est nécessaire de faire un diagnostic de confirmation qui
qui va nous éclairer à la prise en charge lorsque les résultats peuvent influencer la décision d'instaurer un traitement antiviral, mais également ce diagnostic de confirmation va nous permettre une surveillance épidémiologique de la grippe et effectuer d'autres tests diagnostiques pour pouvoir trancher à d'autres étiologies, d'autres causes du virus, mais également pour pouvoir mettre en œuvre des mesures de PCI. Quels sont alors ces diagnostics de confirmation? Tout d'abord, il y a les tests moléculaires rapides, le PCR en temps réel, qui est une réaction en chaîne de transcription inverse de la polymérase, mais également on a des tests de détection d'antigènes, des tests rapides de la grippe. En termes de sensibilité, de spécificité, ces tests antigéniques ont une grande hétérogénéité en termes de sensibilité qui varie de 4,4% à 80% d'une étude à une autre par rapport à la PCR. Mais par contre, sa spécificité est très élevée. Mais toutefois, il faut noter que cette sensibilité peut être plus élevée au début de la maladie lorsque la charge virale est encore plus élevée. Le real-time PCR, c'est le PCR en temps réel qui est plus sensible, avec une sensibilité plus de 95% qui a été déjà démontrée dans toutes les études, et spécifique à 99%, avec un résultat qui est très précoce, entre 15 à 40 minutes. Mais il faut noter l'intérêt de faire un RT-PCR multiplex qui va identifier les autres virus, tels que l'ARN SARS-CoV-2, le rhinovirus, l'adénovirus, les VRS et les virus de la grippe influenza. Maintenant, en termes de diagnostic différentiel, les infections par d'autres virus respiratoires tels que rhinovirus, le VRS, le virus respiratoire syncytial, le parainfluenzé, l'adénovirus et même la COVID vont se manifester par un syndrome grippal. Donc, c'est très difficile de faire une différenciation clinique par rapport à d'autres agents pathogènes respiratoires, mais l'important, c'est quand on a une confirmation diagnostique qui peut spécifier le type du virus, là, on peut faire le diagnostic différentiel. Maintenant, comment traiter? Il y a des antiviraux qui sont déjà décrits dans la littérature, mais il faut noter que pour les immunocompétents, les patients immunocompétents, la capacité du virus de la grippe est rapidement limitée et donc il n'y a pas d'effet bénéfique du pouvoir antiréplicatif de ces médicaments antiviraux. Et de plus que toutes les études, en fait, jusqu'à ce jour, n'a démontré un effet bénéfique des agents antiviraux si administrés plus de 48 heures après l'apparition des signes. Mais ces antiviraux peuvent être bénéfiques si on a une administration des antiviraux dans les 24 premières heures ou dans les 48 heures. Si, par exemple, on est face à des personnes dont l'infection par le virus de la grippe a été confirmée au laboratoire ou fortement suspectée et que ces personnes sont dans des groupes à risque et que dans les 48 heures suivant l'apparition ou dès l'apparition des symptômes, on peut déjà administrer les traitements. L'effet de traitement antiviral est également bénéfique si les patients doivent être hospitalisés en raison d'une infection par le virus qui est confirmée et si le traitement peut commencer dans les 48 heures suivant l'apparition des symptômes. Donc, si on peut commencer un traitement assez précoce, on peut avoir un effet bénéfique des antiviraux, mais également quand on a des populations à risque, comme il a été décrit, c'est-à-dire les sujets âgés plus de 65 ans, les patients qui ont une maladie sous-jacente ou une immunodépression,
ce sont des patients à risque et les femmes enceintes sont des patients à risque également. Qu'est-ce qui est recommandé? Il est recommandé, c'est l'utilisation de deux antiviraux qui vont inhiber l'hémagglutinine et la neuraminidase. Il s'agit de oseltamivir pour un traitement, c'est 75 mg 2 fois par jour pendant 5 jours. Et pour une chimioprophylaxie, c'est 75 mg 1 fois par jour pendant 7 jours pour le oseltamivir. Et pour le zanamivir, le traitement, c'est de 5 jours, 10 mg 2 fois par jour. Et pour la chimioprophylaxie par zanamivir, c'est de 10 mg 1 fois par jour. Quel est le moyen le plus efficace de prévenir? Le moyen le plus efficace de prévenir la grippe, c'est la vaccination. Il existe des vaccins qui sont déjà sûrs et efficaces, disponibles, utilisés depuis plus de 60 ans, mais il faut noter que l'immunité conférée par la vaccination s'affaiblit avec le temps. Et donc, il est recommandé de se faire vacciner chaque année pour se protéger contre la grippe. Et chez les adultes en bonne santé, le vaccin antigrippal offre une protection même lorsque les virus en circulation ne correspondent pas exactement au virus du vaccin. Donc, en fait, il y a des études qui montrent que le vaccin peut offrir une protection même si les virus ne correspondent pas exactement au virus du vaccin. Mais l'idéal, en fait, c'est d'avoir les mêmes circulations une correspondance entre la vaccination et la circulation du virus. Et pour les personnes âgées, la vaccination antigrippale peut être moins efficace, mais il faut noter que la vaccination permet de prévenir la maladie et réduit la gravité de la maladie et l'incidence des complications et des décès. Et donc, pour les personnes présentant un risque élevé de complications de la grippe, il est recommandé de faire une vaccination. C'est très important de vacciner ces personnes et même les personnes qui vivent avec ces personnes vulnérables. Pour l'OMS, donc, nous nous alignons aux recommandations de l'OMS pour cette vaccination. L'OMS recommande une vaccination annuelle pour les femmes enceintes à tous les stades de la grossesse, les enfants âgés de 6 mois à 5 ans, les personnes âgées plus de 65 ans et les personnes souffrant des maladies chroniques et les travailleurs de santé. Et sur la composition du vaccin, il existe le vaccin trivalent qui cible les 3 types de virus les plus représentatifs en circulation, donc 2 sous-types du virus de la grippe A et un virus de la grippe B. Mais actuellement, on a également le développement d'un vaccin quadrivalent à partir de la saison grippale qui a été développé à partir de la saison grippale 2013 à 2014 dans l'hémisphère nord. Et ce vaccin quadrivalent offre une protection plus large contre les infections par le virus de la grippe B. Les types de vaccins, selon OMS, sont surtout les vaccins grippaux inactivés, les vaccins grippaux recombinants et le vaccin vivant atténué. Les 2 premiers sont surtout sous forme injectable, mais le vaccin vivant atténué est disponible également sous forme de spray nasal. En termes d'efficacité, ce vaccin peut réduire le risque de maladie grippale de 40 à 60% dans l'ensemble de la population et lorsque les souches vaccinales et les souches circulantes sont identiques dans l'ensemble de la population. Donc, le vaccin est d'autant plus efficace que les virus en circulation correspondent bien aux virus contenus dans les vaccins. Et compte tenu du changement, parce qu'on a vu que le virus de la grippe change continuellement, compte tenu de ce changement, il y a un système
de centres nationaux de grippe et de centres de collaboration de l'OMS dans le monde entier qui surveillent en permanence le virus de la grippe en circulation et met à jour la composition des vaccins antigrippaux 2 fois par an. Et parallèlement à cette vaccination, des mesures de PCI doivent être instaurées puisque le virus de la grippe se transmet par gouttelette. Il faut instaurer les précautions type gouttelette, c'est-à-dire masque chirurgical si le patient est malade, hygiène respiratoire, tousser au coude. Il faut éduquer les patients, éduquer la population. Ensuite, promouvoir l'hygiène des mains selon les 5 moments de l'OMS, la distanciation à plus de 1 mètre, surtout quand on est face à un patient qui est malade, et le renforcement des mesures de PCI dans la communauté, telles que le nettoyage de l'environnement, l'hygiène des mains de toute la population. Donc, en conclusion, la grippe la grippe saisonnière est une maladie virale qui est très contagieuse à potentiel épidémique. C'est une maladie bénigne, mais peut être sévère, voire mortelle pour les groupes à risque. Et le diagnostic se pose sur des arguments cliniques surtout, mais il faut noter que le PCR est le gold standard pour une surveillance de la grippe et pour faire la confirmation de diagnostic. La vaccination est une meilleure arme de prévention, mais ne pas oublier donc les mesures de précaution type gouttelette en cas d'infection par grippe. Donc, voilà, ainsi s'achève donc ma présentation. Je vous remercie de votre aimable attention et je reste disponible pour toute question et discussion. Merci. Merci beaucoup, docteur Volatiana, pour cette brillante présentation. Une présentation riche, bien fouillée et facile à suivre. Je voudrais dire un mot à propos de votre présentation. Vous avez insisté sur le fait que c'est une infection respiratoire aiguë qui est bénigne, mais sa bénignité ne doit pas nous endormir parce que nous devons veiller sur les populations à risque, dont les enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées de plus de 65 ans, les immunodéprimés, aussi des malades qui sont sous corticothérapie. Eh bien, ce groupe de personnes doivent être surveillés, on doit veiller sur eux. Vous avez aussi parlé du traitement. Il y a des antirétroviraux. Ces antirétroviraux sont bénéfiques lorsque on commence ce traitement précocement. Il y a une réponse, une bonne réponse. En plus des antirétroviraux, nous avons la vaccination. La vaccination, tout en disant que ce vaccin doit être donné chaque année. Chaque année, pour des raisons que vous avez évoquées. Chaque année, donc, on va les donner. Il y a le vaccin trivalent et il y a des essais maintenant pour arriver à administrer le vaccin quadrivalent. Ce n'est pas tout, puisque c'est une maladie qui se transmet par gouttelette. Nous devons ajouter les mesures standards de prévention. Il faut éduquer la population et vulgariser ces méthodes pour que les gens, en tenant
en appliquant ces mesures standards, peuvent arriver à éviter la maladie. Voilà, somme toute, ce qui était important à mon point de vue. Et je voudrais passer la parole à des panélistes qui sont avec nous et à tous les participants pour les apports, pour les questions et pourquoi pas certains commentaires pour enrichir cette présentation. Merci et je vous passe la parole. Oui, merci beaucoup, professeur, pour le résumé. Effectivement, ma présentation s'est portée donc sur les éléments à retenir et ce qu'il faut savoir en pratique en termes de prise en charge, mais également des signes de diagnostic et également les mesures de prévention et contrôle de l'infection qu'il faut instaurer en cas de grippe parce que c'est une maladie qui est très contagieuse, qui est à potentiel épidémique. Il se propage facilement et je pense que tout le monde le constate quand il y a quelqu'un qui est grippé dans la famille. La plupart de, de son entourage est également infecté. Donc, il faut faire attention. L'arme qu'il faut bien insister, c'est surtout la prévention. La prévention, le masque quand le patient est malade. Ensuite, l'hygiène des mains surtout, parce que les gouttelettes peuvent contaminer l'entourage du patient. Donc, il faut insister sur l'hygiène des mains, la sensibilisation et le changement de comportement de la population. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur. Si vous pouvez maintenant arrêter le partage, comme ça nous voyons ceux qui lèvent la main. Et oui, je vois déjà une main, c'est monsieur, non, c'est docteur Souad. Vous avez la parole, docteur. Oui, merci beaucoup. Merci pour cette présentation qui est très pertinente. Je voudrais poser une question. Est-ce qu'il y a une explication scientifique pour la disparition de la virus de la grippe, des virus de la grippe au cours de la pandémie 2020? Donc, au cours de la pandémie COVID-19 en 2020, il n'y a pas eu détection des virus de la grippe. Est-ce qu'il y a une explication scientifique? Oui. Je vais répondre. Oui, Euh, en f- oui, oui, euh, oui. Ou vous bien on pouvez va répondre. continuer avec les questions tout d'abord. Non, on peut répondre question par question euh, D'accord. pour ne pas oublier. OK. En fait, durant la pandémie 2020 à 2022, nous avons fait une étude à Madagascar pour la circulation des virus respiratoires. Mais au cours de cette pandémie, on avait également une circulation d'autres virus, mais à des pourcentages assez faibles que la COVID. En fait, il y a une publication que nous avons euh, élaborée. Il y a déjà un article publié par rapport à cela qu'au cours de la pandémie même, il y avait même d'autres virus respiratoires qui sont, qui sont mélangés et qui étaient dans les mêmes apparitions que la COVID. Mais il faut faire une confirmation par PCR multiplex. Parce que si on n'a pas de PCR multiplex pour identifier les différents types de virus, peut-être qu'on a juste une détection de la COVID-19 uniquement
si on va faire uniquement une détection de la COVID-19, ça risque de ne pas voir d'autres agents parallèles qui circulent. Mais si, quand on dispose un PCR multiplex, c'est l'idéal pour identifier les autres virus qui circulent également. Merci. Merci, docteur. Cette question est d'autant plus importante, mais il faut voir aussi la relation de la présence de cet outil, le PCR multiplex, dans les structures sanitaires qui ne sont pas les cliniques universitaires, qui ne sont pas des laboratoires de recherche. C'est un peu difficile de les identifier dans ces structures-là. Je pense que la question du docteur Yahawi a toute son importance. Et sinon, on confond tout, c'est la grippe quand il s'agit de COVID, tout c'est COVID quand il s'agit aussi de la présence d'autres virus, comme vous venez de les citer. Merci beaucoup pour cette réponse. Je donne la parole au docteur Valérie pour son commentaire et ses questions. Merci. Docteur Valérie. Merci beaucoup, professeur, et merci aussi à notre très, très cher consoeur qui a fait une présentation formidable et très active et qui nous permet de nous remettre de, de nouveau dans la connaissance de ce qui a été un peu occulté par la COVID. Oui, pour revenir au docteur, il y a eu des missions, il y a eu des études dans quelques provinces d'Afrique du Sud et des équipes sont allées sur place et ont dû trouver que c'était des flambées de grippe et pas de COVID-19. Mais soulignons aussi tout de suite qu'il a été constaté que si la fréquence de la grippe, de survenue de grippes ordinaires que nous avions avant n'était pas aussi forte, c'est aussi lié aux mesures PCI qui ont été mises. Rappelons-nous que le port du masque, l'hygiène des mains particulièrement, a été d'une très grande contribution. Malheureusement, c'est des hypothèses fortement avancées. Je n'ai pas de publication personnelle pour pouvoir donner là-dessus, mais ça a été des éléments et on l'a constaté même dans les crèches qu'il y avait diminution de tout ça parce qu'il y avait le port du masque, il y avait l'hygiène des mains. Merci beaucoup. Merci, docteur Valérie, pour cette précision et ces éléments se défendent parce que dans les deux cas, il faut l'hygiène, la distanciation, l'hygiène de main, la distanciation physique, laisser les enfants à la maison, et bien, tout cela a favorisé d'une certaine manière à, à ce que la circulation de ce virus ne se fasse pas remarquablement. Docteur Volatiana, est-ce que vous avez un commentaire à ajouter à ce que docteur Valérie vient d'avancer? Oui, je suis tout à fait d'accord avec cette hypothèse également. Ça peut être un facteur pour ne pas vraiment avoir l'apparition d'autres virus de la grippe, mais tout en sachant que, comme j'ai souligné tout à l'heure, il est toujours nécessaire de faire une détection, mais tant qu'on n'a pas de détection, on ne sait pas vraiment s'il y avait d'autres virus qui sont, euh, qui ont circulé parallèlement. Merci. Merci beaucoup. Nous passons la parole au docteur Boukassa pour son intervention. Docteur Boukassa, Oui, allô? Oui, oui, oui. Merci beaucoup, professeur. vous avez la parole. Merci beaucoup. D'accord. Merci beaucoup, professeur. Donc, avant toute chose, je voulais dire à docteur Viola Tana pour la remercier pour son excellente
brillante présentation et puis très claire. Donc, elle a combiné un peu l'aspect clinique et l'aspect surveillance. Bon, moi-même, je dois préciser que je suis beaucoup plus en surveillance dans l'hémisphère nord, le Canada. Et je dois dire que en fonction des grandes possibilités dont dispose le Canada et les États-Unis avec FluWatch, donc il y a une surveillance euh, très active du virus de la grippe pendant la période saisonnière parce que, comme déjà on l'appelle, cette grippe, grippe saisonnière, étant donné qu'elle circule toute l'année, mais les infections sont beaucoup plus fortes, comme l'a précisé le docteur Violantana, pendant l'hiver, quand les gens sont dans les espaces clos, les gens sont rapprochés les uns les autres. Et pour ajouter un petit élément, je ne suis pas virologiste. Cependant, on a constaté, nous, en tant qu'épidémiologistes, que chaque fois qu'il y a un nouveau variant ou un nouveau type de virus, vu sa fréquence, sa rapidité et le mode de transmission, il y a une atténuation, on ne sait pas expliquer pourquoi, on n'arrive pas à retrouver les autres virus à la même hauteur que, je m'explique, c'est-à-dire comme vous avez vu au début, on a eu le virus COVID, de Covid, et puis après on a commencé à voir les variantes et on a constaté que les variantes, chaque fois qu'il apparaissait une nouvelle variante qui était beaucoup plus transmise, beaucoup plus rapidement que les autres variantes diminuaient, même si on fait une surveillance très active du virus. Quelle est la raison? Mais je pense que c'est peut-être aussi un autre facteur, le mode de transmission. Le virus, si se transmet très vite, la susceptibilité des individus, parce qu'il faut dire que nous développons une certaine immunité contre certains virus, et nous ne présentons le signe, parce que nous nous sommes détectés, et aussi seulement quand nous présentons des signes. Donc, quand nous avons des signes d'une maladie, et on retrouve plus facilement le virus qui est beaucoup plus transmissible, beaucoup plus rapidement que les autres. Même si on a fait des tests PCR, des tests rapides, il faut vraiment qu'on soit en mesure de capter le virus au moment où il est transmis à l'individu. Si la personne avait été vaccinée, par exemple, comme nous, c'est le cas chaque année, nous recevons un nouveau vaccin, nous avons un nouveau vaccin qui est adapté avec le vaccin, avec le virus qu'on a détecté en Afrique du Sud et en Australie. Ce qu'on constate, c'est que quand on a vacciné les gens développent une immunité et quand ils sont même en contact avec le virus, ils ne développent pas nécessairement la maladie. Mais quand il y a un nouveau virus, comme on a vu le Covid, alors ce virus-là, il est beaucoup plus facilement détecté parce que la personne présente des signes cliniques. Vous voyez? Donc, c'est ça aussi un des facteurs. Ce qu'a dit Dr Valérie a met du sens. C'est vrai qu'avec les mesures préventives de Covid, on a le port du masque, les gens on a observé une utilisation beaucoup plus fréquente des désinfectants pour les mains. Donc, les virus sont beaucoup plus facilement détruits dans cet état. OK, ça c'était un commentaire. Maintenant, ma question, parce que c'est très intéressant, euh, merci docteur Violantana, sachant que le virus, la grippe saisonnière qu'on appelle dans l'hémisphère nord, H1N1, H3N2, ces virus sont détectés généralement tout le long de l'année. Et je sais que ce n'est pas facile d'avoir même des laboratoires, même très bien équipés, de détecter le virus tout au cours de l'année. Mais c'est seulement pendant les périodes où il y a des épidémies. Et puis, c'est pas, comme vous l'avez dit, j'apprécie beaucoup. Mais comment se fait la surveillance sentinelle à Madagascar? C'est ça ma question. Parce que nous, les surveillances sentinelles, telles que nous les faisons, euh, c'est pendant la période où le virus est très actif. Il y a des centres qui prélèvent tout ce qui est flou symptômes. Tout individu qui vient avec est automatiquement prélevé et envoyé au laboratoire pour un PCR. Je sais que ça coûte très cher. On ne fait pas des tests rapides. On fait des tests PCR pour
détecter le type, identifier le type de virus qui est en circulation. Donc, mais je me demande un peu pour des questions pratiques au Madagascar, comment cela se fait, la surveillance sentinelle. Merci beaucoup. Je m'excuse d'avoir été si long. Merci. OK, docteur Volatiana. Oui, merci pour la question. En fait, à Madagascar, la surveillance sentinelle, en fait, c'est assez difficile, hein, parce que on n'a pas les moyens pour, tous les laboratoires n'ont pas les moyens pour faire cette surveillance, mais ça a été fait en 2015 à 2016, 2015 à 2016 à peu près, si, euh, si je ne me trompe pas, grâce au laboratoire de l'Institut Pasteur. Donc, c'est uniquement avec le laboratoire de l'Institut Pasteur, en fait, qui peut dans le cadre de recherche, dans le cadre d'un financement de recherche, qui peut nous fournir, donc, qui peut nous euh, donner à donner euh, un système de surveillance, parce qu'on n'a pas encore un système de surveillance qui est pérenne, qui est continu, mais euh, parfois on fait des surveillances sentinelles. Ces surveillances sentinelles qui dépendent vraiment du laboratoire qui est responsable et du financement du labo. Voilà. Je sais pas si... Merci. Voilà. Merci. Nous allons passer la parole au docteur Yahawi. Docteur, Oui, donc je peux parler de surveillance sentinelle de la Tunisie qui est mise en place en 2016. Donc, elle est basée sur des sites ILI qui sont distribués au niveau de tous les gouvernorats de la Tunisie. Donc, nous avons 24 gouvernorats. Dans chaque gouvernorat, nous avons entre 1 à 3 sites ILI. Ces sites ILI, ce sont des surveillances sentinelles. Donc, ils font les prélèvements pour des patients qui obéissent à la définition de syndrome pseudo-grippal. Donc, on a la définition qui est toux, fièvre, qui date de 14 jours, fièvre supérieure à 48. Et pour ces patients-là, on fait des prélèvements hebdomadaires et on adresse les prélèvements donc au laboratoire de référence. Nous avons un seul laboratoire de référence qui fait le diagnostic virologique de ces prélèvements. Puis, donc, on aurait les résultats à temps dans les 72. Donc, mais ces surveillances sont à but épidémiologique, pas à but donc prise en charge. C'est pour évaluer donc l'état épidémiologique pour voir est-ce que on est en état épidémique parce que chaque année donc on calcule un seuil pour voir pour calculer pour voir est-ce que il y a eu augmentation de nombre de cas ou on a resté stationnaire. S'il y a une épidémie, donc on intervient à temps pour voir est-ce qu'il y a modification, mutation du virus ou donc mise en place des mesures de prévention qui sont urgentes. Et la surveillance, elle commence au mois d'octobre et se termine au mois d'avril, l'année qui va venir après. Voilà. Et nous avons une plateforme qui gère tous ces données. Donc, on reçoit les données à partir de cette plateforme. Et, euh, et voilà, c'est notre. Et c'est sur ces données, elle sert aussi pour donc, la vaccination, pour voir est-ce que maintenant, les virus le plus dominant qui circulent pour donc, la fabrication de la vaccination. Et nous avons la vaccination Tétra qui est disponible dans la Tunisie, qui est composée de deux types A et de deux types B. On a le type A qui est H1, donc H1N1, et on a le H3N2, et on a le Yagamata et le Victoria, le type B. Voilà.
Merci beaucoup, docteur. Et je pense que docteur Valérie avait demandé la parole à un moment donné. Docteur Valérie, je vous passe la parole. Merci beaucoup, professeur. Je crois que beaucoup de théories par rapport à la raison de disparition des autres types de virus, il y a beaucoup de théories qui sont avancées. D'abord, en prenant seulement la théorie de la sélection naturelle, les plus forts, puisqu'ils sont venus s'installer, ça veut dire qu'ils ont développé des réflexes, des mécanismes de survie plus grands que ceux qui viennent avant. On sait aussi que pour la grippe, lorsque nous avons été infectés, nous arrivons finalement à développer quelques mécanismes de défense qui permettent de pouvoir éliminer, parce qu'après un certain temps, on guérit. Et le traitement étant symptomatique en général, quand on parle de cette guérison-là, c'est que le corps réussit quand même à pouvoir développer des défenses qui permettent de pouvoir l'éliminer. Donc, dans les milieux, nombreux ont été infectés, nombreux ont développé une immunité. Alors, celui-là qui vient, lui, il n'a pas encore été identifié et sérieusement, ou les gens ne sont pas préparés, ou ceux qui sont des autres ne sont pas sérieusement préparés. Finalement, il va prendre terrain et les autres sont éliminés tout à fait naturellement. Est-ce qu'eux-mêmes se combattent aussi entre eux? C'est des possibilités, mais comment? On ne sait pas encore. Il y a énormément de théories qui sont avancées par rapport à cette lutte pour la survie qui est donnée et qui fait que le nouveau venu, il n'a plus de mécanisme de défense et de protection par rapport à l'autre, mais finalement, on finira par le vaincre lui aussi et d'autres vont pouvoir arriver. C'est ainsi qu'il y a une récirculation très forte de ce type de virus dans le milieu. Beaucoup de théories sont avancées autour de ça. Probablement que l'un ou l'autre milieu de nous aurait peut-être d'autres explications. Merci beaucoup. Merci, docteur Valérie. Je ne sais pas si euh, parmi les participants, quelqu'un peut avoir une explication ou un commentaire à ajouter à ce qui vient d'être dit sur la disparition ou non, ou la diminution de la prévalence de ces virus quand il y a un autre virus qui devient prédominant. Y a-t-il quelqu'un qui peut nous le dire? Sinon, je voudrais poser une question euh, à vous tous, sinon ceux qui font la surveillance. On dit que la grippe B est strictement humaine, tandis que la grippe A est une anthropozoonose, hein, dont le réservoir est constitué par les hommes et les oiseaux aquatiques. Est-ce que partout, nous avons la même réalité ou c'est seulement réservé vers le milieu aquatique, le milieu tempéré, voulais-je dire? Je vais poser la question à ceux qui font la surveillance. Peut-être que, euh, ou ceux qui sont dans le laboratoire, peut-être qu'il y en a qui peuvent nous donner leur point de vue là-dessus, sur le réservoir qui circule, le réservoir humain et des oiseaux aquatiques. Bien, si nous n'avons pas de précision là-dessus, d'autres questions peuvent venir qui n'ont pas de rapport avec le réservoir. Bien, si nous n'avons plus de préoccupations à échanger, je voudrais donner une communication
Docteur Valérie? Oui, professeur, merci pour la parole. Je voulais savoir un peu quel est le circuit qui est utilisé par les uns et les autres en termes d'approvisionnement de vaccins. Comment font-ils pour qu'il puisse y avoir des vaccins disponibles pour eux? Et je parle spécifiquement du côté du gouvernement, dans les pays où les vaccins sont donnés. Hein, parce que je sais qu'en privé, généralement, il y a des gens qui s'en procurent et qui mettent à disposition du public. Mais par rapport au gouvernement, comment est-ce qu'ils sont organisés dans le circuit d'approvisionnement du vaccin? Merci. Euh, Permettez-moi, désolé parce que j'utilise le téléphone, donc j'ai eu des difficultés pour répondre à la question de professeur Boulaboula. Par rapport au réservoir, au Canada, et ça c'est depuis 2009, après la pandémie de H1N1 du Mexique, il y a une surveillance, c'est pour ça que le concept One Health est très, très important, avec les vets, les épidémiologistes vets de maladies humaines. On a fait des études et on a constaté que les oiseaux migrateurs, pas seulement aquatiques, mais aussi tous les oiseaux qui font les migrations, qui passent du nord au sud, quand ils viennent, c'est-à-dire c'est la période où les oiseaux migrateurs viennent du sud, et il y a une surveillance de tous les oiseaux qui tombent ou qui sont malades. Ils sont tout de suite collectés et analysés pour savoir quel type de virus ils sont porteurs. Donc le réservoir, on a constaté que le réservoir dans l'hémisphère nord, particulièrement, je ne sais pas dans l'hémisphère sud, ce sont ces oiseaux migrateurs qui généralement amènent le virus avec eux. Parce qu'on sait que les virus, le virus de la saisonnière, c'est une zoonose. Et par rapport au virus de type B, je n'ai pas, à ma connaissance, bien que nous faisons la surveillance assez poussée, moi je suis clinicien, enfin, pas clinicien, mais je suis surveillance de la maladie, des maladies humaines, pas du monde animal. Par contre, c'est vrai, vous avez raison, on n'a pas trouvé beaucoup de virus de type B chez l'individu. Et le virus de type B apparaît pendant la période d'hiver beaucoup plus tardivement. C'est-à-dire quand les tout premiers cas qu'on détecte, c'est le virus de type A et le type B, on a constaté. Hein, ça, c'est nous, avec les laboratoires et sans aller plus dans les... On a constaté que ça arrive beaucoup plus tard, quand la saison a déjà beaucoup avancé. Euh, si je me permettrais aussi rapidement de répondre très rapidement, brièvement à Dr. Valérie, c'est Gavi. Comme vous le savez, bon, Gavi est très connu beaucoup plus pour le Covid, mais au niveau des organisations internationales, c'est Gavi qui est un peu les gestionnaires de la distribution de vaccins. Et je sais que avec Global Fund, Fonds mondial, il y a des ententes, peut-être pour l'Afrique du Sud, comme l'Afrique du Sud est dans une zone plus ou moins tempérée, semi-tempérée, l'Afrique du Nord et certaines parties du monde, eux, reçoivent un certain lot des vaccins. Par contre, les pays chauds, comme vous l'avez bien vu, les maladies, la grippe est une maladie bénigne, sauf chez les personnes âgées, de, des personnes très âgées. Or, on constate que dans ces populations, les personnes du troisième âge, comme on peut les appeler, il n'y en a pas beaucoup. Ils vivent
À moins qu'ils aient quelque chose de particulier. L'accès aux soins est un problème parce il faut qu'ils soient en ville, il ne faut pas s'il est dans les villages, c'est un peu difficile. Donc, vous voyez, il y a tous ces facteurs-là qui jouent et le quota, il existe malheureusement un quota en fonction de la situation et de l'incidence estimée du virus dans les pays. Donc, c'est pour ça que j'ai cité, par exemple, le pays d'Afrique du Nord, l'Afrique du Sud, certains pays de la zone sud. Et les gens de l'hémisphère nord, ils ont les moyens. Donc, eux, ils s'approvisionnent directement aux manufacturiers. Donc, je pense que j'ai répondu à la question, docteur Valérie. À vous. Merci beaucoup, docteur Kazadi, pour ces réponses. Quelqu'un d'autre a une préoccupation? Docteur Yaoui? Oui, je voudrais parler de la surveillance sentinelle chez les Avariens, euh, puisque One Health, on a un échange avec les vétérinaires. Donc, ils font aussi, eux, la surveillance sentinelle au niveau des Avariens, tous les types. Donc, s'ils détectent le virus chez les Avariens, donc ils font l'abattage de quelques kilomètres pour éliminer tout ce qui est avarien malade. Et ils signalent à temps la santé publique pour qu'on soit très vigilant. Voilà. Donc, mais nous n'avons pas détecté une contamination des Avariens à l'homme en Tunisie, puisqu'on est très vigilant. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est un type de surveillance qui est très bénéfique parce que c'est vraiment bien suivi et on a moins de problèmes aussi. Merci. Si nous n'avons plus de questions, si avec votre permission, je voudrais passer une communication. C'est au sujet de la COVID longue pour la semaine prochaine. Eh bien, le pool de experts de la région francophone a proposé, a proposé que la communication que je vais faire la semaine prochaine, donc le 28 juillet, constitue pour cette organisation une communication inaugurale sur les cours qui vont se donner entre juillet et décembre ou novembre de cette année pour la sensibilisation de médecins et personnels infirmiers sur le problème de COVID longue. Le monde a été secoué, vous le savez, nous en avons gardé un souvenir amer avec la COVID-19, avec tout ce qu'il y a eu comme perturbation dans tous les domaines de la vie, dans tous les secteurs de la vie. Eh bien, les victimes de cette affection ont commencé à revenir vers les médecins, les infirmiers et les structures sanitaires avec des plaintes très diverses, si bien que, ne sachant pas quoi, les soignants, le personnel soignant pense à autre chose, mais les scientifiques ont pu quand même individualiser cette affection comme un syndrome post-Covid, comme Covid longue
Et maintenant, dans le monde, on organise des sessions de formation pour que le personnel soignant soit informé et puisse diagnostiquer et prendre en charge ces personnes malades. Et c'est pour cela que la communication du vendredi 28 juillet commencera 1 heure avant l'heure habituelle. Par exemple, pour le Congo, où je me trouve, c'est à 13 heures, heure de Kinshasa, ou 14 heures, heure de l'Est du pays, qui est l'heure de Johannesburg. Et ce sera aussi à 14 heures, heure de Tananarive. Donc, nous allons avancer d'1 heure le début de notre communication pour permettre certaines interventions avant que la communication proprement dite sur la COVID longue ne commence. Voilà, je voulais vous mettre au courant de cela. Nous allons passer un communiqué tout au long de la semaine pour que les gens ne viennent pas après, sachant que c'est toujours l'horaire habituel. Non. Exceptionnellement, nous allons le faire 1 heure avant et le vendredi. Mais pour cette formation qui sera ouverte à tout le monde, ce sera le jeudi, mensuellement, donc au mois d'août, au mois de septembre, octobre, novembre et décembre, une seule fois par mois et le jeudi. Mais exceptionnellement, le vendredi 28, ce sera une journée inaugurale de cette session et nous invitons tous pour cette inauguration et à cette séance que nous animerons sur la COVID longue. Voilà la communication que j'avais à vous proposer. Il ne me reste qu'à remercier le docteur Volatiana pour avoir accepté. Je sais qu'elle a un emploi de temps fort chargé. Elle a accepté d'animer cette session. Nous la remercions vraiment beaucoup et je pense que ce n'est pas la dernière fois. Vous serez aussi, vous allez intervenir aussi les prochains mois ou je ne sais pas quand vous aurez un peu de temps pour animer l'une ou l'autre session. Je remercie aussi les autres participants, les habitués comme les nouveaux qui sont venus partager leur expérience et aussi suivre ce que d'autres ont apporté. Vraiment merci et à la prochaine session. Merci, merci beaucoup. Merci, professeur Boula-Boula. Bravo, docteur Volatiana. Merci. Merci, professeur. Merci, docteur Volantiana. Merci beaucoup à tout le monde. Merci. Merci beaucoup. Merci. Félicitations, docteur Volatiana.